C'est Jad Zahab, porte-parole et secrétaire national de Renaissance, qui est en ma compagnie. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Rien que cette semaine, il y a eu 2 morts, 6 blessés par balle à Nice. Hier, vers 19h30, un adolescent de 15 ans a été tué dans un quartier de Nantes au cours d'une fusillade sur fond de narcotrafic, manifestement lié au trafic de drogue. Ce sont les mots de Laurent Nunez qui s'est rendu sur place. 2 mineurs ont également été blessés, dont un garçon de 13 ans, grièvement. Écoutez le député RN de la Somme, Jean-Philippe Tanguy, qui a estimé ce matin sur BFM que le gouvernement était dépassé face à la montée des violences liées à ce narcotrafic en France. De toute évidence, malheureusement, le gouvernement est dépassé avec des communications qui allaient à l'inverse. On se souvient des opérations de M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, reprises par son successeur. Les opérations Place Nette à l'époque. Exactement, cette application Place Nette. Déjà à l'époque, on disait, écoutez, toute opération est bienvenue, mais quel sera le lendemain de ces opérations? Quel sera le suivi pour la sécurité des habitants, des familles, des sécurités des forces de l'ordre elles-mêmes, qui opèrent dans des conditions on ne peut plus difficiles de guérilla urbaine, avec effectivement ces fusillades et ces morts insupportables. Donc le dépassement de l'État est réel et il y a malheureusement une banalisation de la violence. Alors, Jad Zahab, ce matin, Laurent Nunez, sur place à Nantes, lui a en quelque sorte répondu, parce qu'il a dit non, l'État n'est pas dépassé et on ne perdra pas cette guerre. Mais est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'on n'est pas dépassé, mais plutôt submergé par cette violence? Écoutez, j'ai pas envie de rentrer dans cette polémique-là. Ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on en fasse plus et qu'on en fasse mieux, parce qu'on peut pas se satisfaire. Vous avez rappelé les chiffres que des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, parce que peu importe l'âge, mais en l'occurrence là, ce sont des gens qui ont moins de 18 ans, des mineurs de 13, 14, 15 ans. On peut pas se satisfaire dans notre pays que des jeunes soient tués, selon toute vraisemblance, pour des actes, des comportements en lien avec ce que le ministre de l'Intérieur a qualifié de narcotrafic. Donc, il y a des choses qui ont été faites. Je suis pas là pour faire un bilan. On a donné plus de moyens à la police. Il y a eu ces opérations Place Nette. Force est de constater qu'il faut faire beaucoup plus encore, parce que c'est un sujet, et j'ai depuis quelque temps l'opportunité de beaucoup me déplacer. C'est un sujet qui revient partout, que ce soit dans des zones périurbaines, que ce soit dans des milieux ruraux. La question du narcotrafic, elle est partout, et donc je pense qu'il faut faire encore mieux. Et je vous donne un exemple de choses que Gabriel Attal et que nous proposons. C'est, je crois déjà, premièrement, qu'il faut en finir avec l'impunité procédurale, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand une peine est prononcée par un juge, il faut qu'elle soit appliquée. On peut pas, en France, aller en prison en se disant peut-être que j'irai pas au bout. Et donc nous proposons la suppression du juge d'application des peines, comme ça a pu être fait au Canada ou au Royaume-Uni, pour que précisément, quand on passe devant le juge, on ait véritablement peur de la sanction, en se disant si j'ai tant d'années de condamnation, eh bien je devrais aller au bout. Ça, c'est le premier élément. Alors pourquoi je vous parle de cette proposition-là? Parce que beaucoup des gens, là il n'y a pas encore, l'enquête est en cours, mais dans les affaires passées, on se rend compte que ce sont des gens qui sont des multirécidivistes, qui ont déjà été condamnés, qui ont, selon toute vraisemblance, été irréprochables en prison, donc ils sont sortis plus tôt. Nous disons ce n'est plus possible, il faut arrêter avec cela, et donc on propose la suppression du juge d'application des peines. Jad Zahab, on comprend de la fermeté, des lois qui s'appliquent, des peines de prison. D'accord, mais là, on lutte contre des organisations criminelles qui ont la puissance de feu d'un État. Ce sont des pieuvres. Roberto Saviano, qui a lutté depuis longtemps avec Gomorrah contre les mafias, notamment la mafia napolitaine. Lui, il dit qu'il faut taper au portefeuille, aux capitaux, au blanchiment. Est-ce que tout ça... Parce que c'est comme ça, c'est le nerf de la guerre. Oui, bien sûr, c'est-à-dire là je vous parle de mesures dites symptomatiques une fois que, hélas, les choses sont produites. Mais oui, évidemment, il faut qu'on ait une diplomatie forte avec les pays dont le narcotrafic supposément vient. Il faut aussi qu'on responsabilise l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire du consommateur à celui qui vend de la drogue. Donc la question, le président de la République l'a dit, Gabriel Attal aussi, le consommateur doit pouvoir être responsabilisé dans cette histoire. Il a une responsabilité quand on consomme, quels que soient les endroits. Et on a beaucoup, ces derniers temps, réalisé que la consommation, c'est pas uniquement oui, mais le consommateur, c'est le petit bout de la... Est-ce que ce n'est pas le petit bout de la lorgnette face, encore une fois, à des organisations qui, maintenant, se sont implantées depuis plusieurs années et qui dirigent, qui contrôlent, qui corrompent aussi? Mais je pense qu'il faut que... C'est peut-être le petit bout de la lorgnette, mais chaque petit bout qu'on va responsabiliser dans cette chaîne, c'est un petit bout de plus. Donc oui, effectivement, le consommateur, oui, les personnes qui dealent, oui aussi les réseaux, avec une diplomatie forte aux frontières, avec des contrôles aux frontières renforcés. Mais je veux juste revenir sur ce que je vous disais sur la question des juges. Typiquement, on a donné plus de moyens à nos services de renseignement pour mieux débusquer les dealers. Il faut qu'on aille plus loin. Trop souvent, on se rend compte que notre Constitution empêche
un certain nombre de procédures qui, avec les outils modernes, pourraient nous aider à débusquer les personnes qui dealent. Nous, on dit il faut qu'on change la Constitution, typiquement, sur la question des sonorisations, des écoutes, ce qu'on appelle des dossiers offres. Il faut qu'on puisse adapter notre arsenal juridique à cette menace qui, vous le disiez, est un fait total. Et donc, il faut qu'on ait l'ensemble de notre arsenal à notre disposition. La police, la justice, la prévention aussi, c'est pas un gros mot. Il faut faire de la prévention et il faut aussi aller à la source avec les pays d'origine et donc une diplomatie qui soit forte et ferme. Le patron de la police nationale, Louis Laugier, dans le Figaro cette semaine, disait il n'y a pas de zone de non-droit en France. Est-ce que c'est de l'aveuglement pour vous ? Alors, je pense qu'il y a des zones dans lesquelles on n'arrive pas à faire appliquer l'autorité de l'État partout. Il ne devrait pas y avoir dans Mais une il y en a, république pour vous, il y comme en a. Je pense qu'il y a des endroits dans lesquels on n'arrive pas à faire appliquer autant qu'on le veut la loi, dans lesquels, et je le dis en toute connaissance de cause aussi, les premières victimes de ça, ce sont les habitants, ce sont nos concitoyens qui n'ont rien demandé à personne et qui sont empêchés de vivre librement, de travailler, de sortir, de profiter des commerces, de la culture. Donc oui, il ne devrait pas y avoir dans notre République des zones de non-droit. La seule autorité qui s'applique en France est celle de l'État. Et donc il y a un véritable travail à faire. Et je poursuis en disant que je regardais un sondage récemment, je crois 72% des Français disent qu'il faut envoyer l'armée. Ça, c'est quand même un cri d'alerte, un cri d'alarme qui doit nous interroger. Nous disons ce n'est pas le rôle de l'armée d'aller dans ces territoires. L'armée, elle va dans des zones de guerre. Mais quelle est la réponse que nous avons ? Là, est-ce que c'est pas une zone de guerre finalement quand on voit il y a des fusillades, des jeunes de 15 ans qui se prennent des balles ? Alors, c'est un conflit que nous menons avec, que nous avons et que nous voulons mener avec ces dealers. Mais l'armée, si vous voulez, ça enverrait le message qu'on ferait la guerre à tous les citoyens qui sont là-bas. Nous, ce qu'on dit, en revanche, c'est qu'il faut plus de bleu, il faut plus de police, il faut continuer à donner plus de moyens à la police, plus de moyens à la justice. Et là où il faut qu'on aille plus loin, comme je vous le disais, on a donné plus de moyens, on va continuer à le faire parce qu'il faut qu'on soit résolu, mais on va aussi changer les procédures. La suppression du juge d'application des peines, c'est une mesure concrète. La modification de la Constitution pour nous donner les moyens de lutter. Donc, si vous voulez, on a à notre disposition, un arsenal de mesures, et je crois qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin sur l'ensemble de ces mesures. Il y a des choses qui ont été faites, oui, mais évidemment, il faut aller plus loin. Mais ça sera dans un temps court, parce qu'en attendant, il y a des enfants qui meurent. Bien sûr, mais encore une fois, je le dis avec toute la gravité du moment, je pense aux familles. Voilà, c'est un sujet qui, il y a quelques années, était très peu abordé. Ça fait, je crois, une petite dizaine d'années que cette question-là est sur la table. Maintenant, on a connaissance de ce à quoi on fait face, et donc il faut qu'on mette les moyens, le paquet, que ce soit sur les moyens, mais aussi sur l'arsenal juridique. Mais justement, Jadzab, vous parlez du temps. Est-ce qu'on n'a pas perdu du temps ? Est-ce qu'on n'a pas voulu voir ce qui se passait et nommer les choses ? Non, je pense pas. Très honnêtement, je regardais certaines des mesures qui ont été mises en place ces derniers temps. On a mis en place la police de sécurité du quotidien. Rappelez-vous, il y avait un temps ce qu'on appelait la police de proximité. Il faut justement recréer un lien entre la police, entre les citoyens, et le fait qu'il y ait du bleu dans la rue, ça montre que l'autorité de l'État s'applique et s'applique partout. Donc je pense qu'on a fait des choses, mais peut-être pas à l'échelle de ce qu'est l'enjeu. Et donc il faut qu'on aille plus loin et que dans les années qui viennent, on poursuive, voire qu'on duplique, qu'on soit encore plus irréprochable sur cette question-là. Parce que vous l'avez dit vous-même, avant on parlait beaucoup de Grenoble ou de Marseille, là c'est partout. Bien sûr. Bien sûr, mais ça concerne les milieux ruraux, les milieux périurbains, ça se retrouve dans les grandes villes aussi, et donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est un fait total, c'est-à-dire qu'il touche tout le monde, où qu'on soit en France, donc il faut qu'on l'affronte comme il est, c'est-à-dire un fait total, et avec à notre disposition tous nos moyens, les moyens de la police, les moyens de la justice, les moyens de la prévention, les moyens de la diplomatie, et d'une certaine manière, il faut une révolution philosophique, et je reviens dessus parce que je pense que c'est une mesure que beaucoup de gens peuvent comprendre, il faut qu'on rétablisse l'autorité de la condamnation pénale initiale quand elle est prononcée. Quand j'ai une peine qui est prononcée, je ne peux pas me dire au bout d'un certain temps, peut-être que je sortirai. Et donc nous proposons avec Gabriel Attal la suppression du juge d'application des peines. C'est une mesure qui est quand même assez forte, justement, pour que même les personnes qui peut-être se diraient si je fais une bêtise, je sais que de toute façon avec les remises, etc., ça sera réduit. Non, nous on propose cette mesure dans le cadre du grand moment démocratique qu'il va y avoir. Et encore une fois, toutes les idées sont sur la table parce que c'est un sujet. Et voilà, on ne peut pas en France en 2026 accepter de perdre un enfant, un frère, une sœur parce qu'il traînait dans la rue et qu'il s'est fait rafaler. Ce sont les termes du ministre de l'Intérieur qu'il a employé ce matin à Nantes. Jadzab, vous êtes porte-parole, secrétaire national de Renaissance. On a vécu toute la semaine au rythme des annonces du gouvernement à propos de l'antavirus, qui nous a bien fait peur, je pense à tous, qui nous a surtout rappelé ce qu'on a vécu il y a 6 ans avec la crise du coronavirus. Le gouvernement a accéléré la cadence dans les communications, avec des réunions interministérielles renforcées, avec des conférences de presse, avec l'audition de la ministre de la Santé en commission à l'Assemblée nationale. Écoutez Stéphane Héris, la ministre de la Santé.
La responsabilité du gouvernement, c'est d'anticiper tous les scénarios, même les inimaginables, et donc même les pires. Donc dès le début que nous avons eu cette alerte, j'ai demandé aux équipes et notamment aux services de faire un point sur évidemment les stocks stratégiques, donc les stocks de masques, les appareils de poumons respiratoires, aussi sur les médicaments de premier recours, Doliprane, paracétamol, cortisone, bref, tous les traitements qu'on peut utiliser en réanimation. Selon un sondage Odoxa Blackbone pour le Figaro, 46% des Français font confiance au gouvernement pour gérer cette crise. Est-ce que vous diriez, Jad Zahab, que les leçons de la crise Covid ont été retenues et qu'on a mieux géré ce début de crise ? Parce que, voilà. Écoutez, je le crois, je l'espère, et vous l'avez rappelé, sur la communication qui a été faite par le gouvernement, on a eu à nouveau droit à la conférence de presse de la ministre de la Santé au ministère, avec des chercheurs qui étaient là, qui ont fait état de la réalité de ce qu'on sait sur ce virus, qui n'est pas un nouveau virus, mais dont on a peu l'habitude ici en Europe. Donc moi je crois que... on a retenu la leçon. Encore une fois, on peut toujours faire mieux. Mais là, en l'occurrence, si j'ai bien compris, l'ensemble des patients sont testés plusieurs fois par semaine. Ils étaient négatifs, donc tant mieux. Et le reste mais si vous voulez, en écoutant la ministre, je me disais, mais retour vers le futur. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri aujourd'hui d'une nouvelle pandémie à n'importe quel moment. Et donc, la question des gestes barrières, la question de la prévention, ça reste dans nos quotidiens. Et je me disais, mais c'était quand le Covid ? C'était il y a 6 ans, 2020. En fait, c'est comme si c'était hier. Et il s'est passé tellement de choses depuis. Donc, si vous voulez, je pense qu'on a retenu la leçon sur la question des masques, sur la question des stocks, sur la question de l'organisation de notre système de soins. Là, sur ce qui s'est passé cette semaine, sans vouloir faire ni de politique ni de polémique, je trouve que les choses ont été bien gérées. Il faut communiquer à ceci près que c'est toujours la même chose qu'avec la pandémie de coronavirus. On suit la science. Et je crois que ce qu'on a appris en 2020, c'est que le temps politique n'est pas toujours le temps de la science, que la science fonctionne par la réfutation des hypothèses, alors que forcément, quand on a une pandémie, on a toutes et tous envie d'avoir des réponses. Et donc, je trouve que cette semaine, la façon dont la ministre a accueilli les scientifiques qui se sont eux-mêmes exprimés avec des médecins, c'est de nature à rassurer, et j'espère que ce début de pandémie ne restera qu'un début de pandémie. Les scientifiques ont toujours alerté en disant il y aura certainement d'autres crises sanitaires de ce type. Est-ce que vous pensez que l'hôpital public français peut faire face à une nouvelle crise sanitaire? Est-ce que l'argent qu'on a mis, parce qu'il y a eu un peu d'argent quand même et des revalorisations qui ont été mises sur la table, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on est prêt finalement à vivre une nouvelle pandémie? Alors déjà on est prêt parce qu'on a des soignantes et des soignants qui ont un sens du dévouement, un sens de l'État, un sens du service public qui est indéniable. Ils l'ont montré, rappelez-vous, on les applaudissait à 20h. Et on salue le dévouement, mais il y a un moment, il faut qu'il soit valorisé ce dévouement. Il y a eu ce qu'on a appelé un Ségur de la santé en sortie de la pandémie, justement, pour revaloriser ces métiers. Je pense encore une fois qu'il faut qu'on aille plus loin et qu'on continue à rendre attractifs ces métiers-là, qu'on accompagne aussi la question de la formation. Sur les médecins, on a libéré ce qu'on appelait le numerus clausus. Donc je pense qu'il faut, si vous voulez... Est-ce qu'on a tiré toutes les leçons de la pandémie? Pas forcément, mais je pense que le moment démocratique qu'on va avoir là va nous permettre de discuter de toutes ces questions-là. Comment on fait de la prévention? On se rend compte qu'en France, on a relativement peu de politiques de prévention en santé. Comment on coordonne la médecine de ville et la médecine d'hôpital? C'est ce qu'on appelle le virage ambulatoire. Et puis aussi, dans la question des déserts médicaux, puisque vous me parlez de l'hôpital, mais il y a des endroits où il n'y a pas d'hôpitaux. Comment on fait pour que tout le monde ait accès à un médecin? Il y a des opportunités comme la télémédecine, comme la téléconsultation. Je pense encore une fois que, et ça permet de redire, cette pandémie, c'était avant la dernière élection présidentielle. Il y a eu 2022, mais avec une campagne qui n'a peut-être pas permis de parler de tous les sujets du fait de la guerre en Ukraine. Et donc, j'espère que la prochaine élection présidentielle, dans moins d'un an maintenant, justement, sera l'occasion de faire un peu le bilan de tout ce qui s'est passé. On cite la pandémie, il y a eu aussi le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu aussi la crise agricole, il y a aussi la situation au Moyen-Orient, qui en fait interroge plein de sujets qui concernent le quotidien des gens. Et donc, oui, sur la santé, je pense qu'il faut qu'on mette les choses à plat et qu'on voit comment on améliore encore les choses. Beaucoup de sujets, décidément, pour cette présidentielle. On va commencer à en parler ensemble dans un instant sur Europe 1. Jad Zahab, porte-parole et secrétaire national, j'allais oublier, de Renaissance, et l'invité des grands entretiens d'Europe 1 Info. À tout de suite. Il est 14h17, excellent après-midi. Vous écoutez Kelly Mathias sur Europe 1.
13h, 15h, Europe 1 Info. Avec les grands entretiens politiques d'Europe 1 Info, c'est avec vous Clélie Mathias, c'est votre invité Jad Zahed, porte-parole et secrétaire national de Renaissance. On va parler de cette dernière année d'Emmanuel Macron au pouvoir. Il lui reste un an, tout pile dans un an, le 15 mai 2027, s'il aura quitté le pouvoir. Juste avant, est-ce que vous soutenez le combat du maire PS de Saint-Ouen, Karim Bouanran, contre la chaîne Master Poulet ? Écoutez, je vous avoue que c'est pas un sujet sur lequel j'ai a priori un avis, si ce n'est que ça pose une véritable question, et je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment chez les jeunes, de la question du bien manger. Et en fait, pour moi, il y a deux enjeux. Il y a comment est-ce qu'on peut rendre accessible une nourriture de qualité pour tous les Françaises et tous les Français et toutes les Françaises, pardon. Et puis aussi la question du pouvoir d'achat, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que manger bien, ça coûte très cher. Et donc, quand je constate et que je vois le succès de cette enseigne, je me dis qu'elle doit répondre à un enjeu qui est celui des petits prix et de la quantité. Et en fait, la réalité, au-delà des polémiques, toute alimentation, voilà, chacun a le droit de manger ce qu'il souhaite, mais quand certains ne vont manger que ça parce qu'ils n'ont pas les moyens de manger des produits de meilleure qualité, par exemple produits en France, ça doit nous interroger, nous le politique, sur comment on rend accessible de la nourriture de bonne qualité à des prix qui soient raisonnables. C'est un vrai sujet concernant pour la présidentielle. Mais bien sûr. Mais si vous voulez, la question de la souveraineté alimentaire, la question du Mercosur, quand on a parlé de l'importation de viande qui allait venir du Brésil, qui était de mauvaise qualité, alors qu'on a des producteurs en France qui produisent de la viande de très bonne qualité. Le sous-texte, c'est ça. Donc la polémique que le maire de Saint-Ouen fasse usage de ses prérogatives de maire pour empêcher ou non une enseigne, c'est son sujet. Moi, ce que j'y vois, c'est comment on fait pour que les gens ne soient pas condamnés à n'aller manger que là-bas, sans doute est-ce très bon, hein, mais comment on fait en sorte que les jeunes puissent manger de la nourriture, on va dire, de terroir, avec des produits de meilleure qualité. La Et France ça, insoumise en a fait un symbole, finalement, une sorte de symbole idéologique d'une gentrification imposée d'en haut aux classes laborieuses. Non, moi je pense que toute la nourriture doit pouvoir être mangée par tout le monde. C'est pas une question de classe. Il faut pas réduire certains territoires à ce genre voilà. Bien sûr, il faut pas réduire cette alimentation à une certaine population. Tout le monde a droit de tout manger, mais justement, il faut que tous nos concitoyens, même les plus modestes, aient accès à une nourriture de bonne qualité. Et donc, le vrai sujet, c'est la question du pouvoir d'achat. Et c'est en ce moment, je pense que les gens qui nous écoutent le vivent au quotidien, que ça soit sur le carburant ou que ce soit sur l'alimentaire. Le prix des pâtes a augmenté, tout a augmenté. Donc pour moi, le vrai sujet, c'est plutôt ça, et ça doit nous alerter. Si vous voulez, le succès d'une entreprise, tant mieux, mais le succès à ce point-là doit nous interpeller sur comment est-ce que les gens vont faire demain pour continuer à manger des produits de bonne qualité. Jada, vous faites évidemment de la politique. Dans un an, Emmanuel Macron quittera le pouvoir. Les fins de règne, c'est un très beau sujet politique. Et c'est une question qui est évidemment toujours vertigineuse pour celui qui s'apprête à quitter le pouvoir. 10 ans de macronisme, qu'est-ce qu'il en restera pour vous ? Alors on l'abordait à l'instant, pour moi 10 ans de macronisme dans une période qui a été considérablement bouleversée. Aujourd'hui on est à l'ère de l'intelligence artificielle, on a vécu la guerre en Ukraine, on vit la guerre au Moyen-Orient, on a traversé la pandémie, la crise agricole, les mouvements des gilets jaunes. Donc si vous voulez, beaucoup pour moi, de crises. D'accord. Beaucoup de crises, deux quinquennats de crise, une façon différente de faire de la politique en essayant de dépasser les clivages, en prenant ce qu'il y a de bien à gauche et ce qu'il y a de bien à droite, le fameux en même temps. Bon, je pense que le président de la République fera son autocritique le cas échéant, mais moi si vous voulez, je sais d'où je viens, je sais d'où vient la famille politique à laquelle j'appartiens. Ça doit pas nous empêcher de préparer la suite et de nous dire voilà, est-ce qu'il y a des choses qu'on a bien fait, est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait pu mieux faire. Oui, le fameux en même temps, il était censé en 2017 justement mettre fin à un duel extrême gauche extrême droite. Où on en est 10 ans après. Est-ce que vous retenez, quelle réforme vous retenez de ces 10 ans de macronisme ? Alors si vous voulez, moi je retiens encore une fois, on parlait des milieux les plus modestes. Moi, je retiens le dédoublement des classes de CP, CE1 dans les zones de REP+. Je retiens la suppression de la taxe d'habitation. Je retiens le 100% santé, le fait qu'aujourd'hui en France, les prothèses auditives, les lunettes, les prothèses dentaires sont remboursées par la sécurité sociale. On parlait tout à l'heure de la sécurité, même s'il faut qu'on fasse plus et mieux. Je retiens aussi le fait qu'on a comme jamais avant augmenté le budget du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice, la loi de programmation militaire aussi. Dès 2017, le président de la République appelait à une Europe qui reprenne son destin en main
en dehors de la tenaille États-Unis-Chine. 2017, c'était avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc il y a quand même, de manière indéniable, des bonnes intuitions du président de la République, des choses qui ont vraiment été faites. Et puis c'est vrai, il y a une situation qui fait presque du surplace depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024. Et donc oui, le président de la République a exercé une prérogative qui est la sienne, celle de l'article 12. Pour autant, depuis la dissolution, c'est vrai qu'on a moins fait avancer le pays qu'avant, et donc il faudra que les choses continuent, voire reprennent l'année prochaine. Mais donc, qu'est-ce que vous attendez de cette année-là? Il reste encore un an. On peut faire des choses en un an, ou vous pensez que ce sera statu quo et on est en campagne et tant pis, et la France perd un an en quelque sorte? Il faut espérer que ça ne sera pas une année de statu quo. Déjà, le président de la République, il est encore le chef des armées, et il a pris une initiative, notamment dans le détroit d'Ormuz, avec une coalition de 40 pays, justement pour essayer... Il faut déjà que la paix soit signée. Non mais bien sûr, mais si vous voulez, moi je vous le dis d'autant plus librement que j'ai la chance d'être franco-libanais. Je suis né en France, mais je parle l'arabe, et donc je peux vous dire que la France, quand elle emmène derrière elle une coalition de 40 pays pour essayer de créer les conditions du déblocage du détroit d'Ormuz, c'est évidemment pour construire la paix, mais aussi pour que ça se répercute dans le porte-monnaie des Françaises et des Français sur le prix à la pompe. Donc le président, il a encore cette prérogative-là d'être le chef des armées, d'avoir une diplomatie aussi. Il termine une tournée en Afrique. Donc sur le plan international, avec un impact en France, il a une action à mener. Le grand enjeu politique interne qui va arriver, c'est la question du budget qui va devoir être adopté pour l'année prochaine. Et donc là, encore une fois, le président de la République n'est pas seul en son palais, entre guillemets. Il y a une Assemblée nationale, et donc, encore une fois, parce qu'il y a une séparation des pouvoirs, il va falloir que l'Assemblée nationale, comme vous savez qu'elle est, travaille sur ce budget. Les nominations, est-ce que là, il procède à différentes nominations à la tête d'institutions? Est-ce qu'il verrouille les institutions? Alors, je pense pas, et j'entendais le débat que vous aviez juste avant, tout à l'heure. Je crois que le président de la République, finalement, il exerce ses prérogatives. Donc, d'une certaine manière, tous les présidents de la République avant lui ont procédé à nos dénominations. La question qu'on peut se poser, c'est faut-il demain, si jamais on repense notre 5e République, que le président ait moins de capacité à nommer des personnalités comme ça? C'est un débat qui est ouvert. Allez, interrogé ce matin sur France 2, Frédéric Valletoux n'est pas inquiet pour la candidature de Gabriel Attal, parce que pour l'élu Horizon, parce que c'est cette question qui se pose, quand est-ce qu'il va vraiment se dégager? L'élu Horizon, il y a encore le temps, écoutez. L'élection présidentielle, c'est dans un an, donc on a le temps. Vous pensez vraiment qu'on a le temps? Oui, on a le temps, parce que le débat, d'abord, je ne suis pas sûr que les Français soient vraiment à la tête dans la présidentielle. Il y a d'autres échéances. Il y a aujourd'hui un contexte international qui est compliqué, et que si on ne va pas leur parler de la présidentielle à tout va en permanence. Par contre, il faut s'y préparer. Édouard Philippe, il s'y prépare depuis qu'il a quitté Matignon, depuis 2021 qu'il a monté Horizon. On s'y prépare à ses côtés, et donc progressivement, il va rentrer en campagne. Alors, progressivement, il rentre en campagne. Gabriel Attal, lui, il semble avoir accéléré. Édouard Philippe a lancé ce slogan de la France libre qui semble être son slogan. Vous pourriez vous y rallier? Vous vous reconnaissez dans la France libre aussi, chez Renaissance? Évidemment qu'on a vocation à travailler ensemble, et on ne prendra pas le risque d'un second tour entre le Rassemblement national et la France insoumise. Édouard Philippe a choisi la France libre. Le livre de Gabriel Attal s'appelle En homme libre. Donc si vous voulez, la question de la liberté, que ce soit la liberté économique, la liberté régalienne, c'est un véritable sujet. Moi, j'espère et je souhaite que Gabriel Attal sera candidat à l'élection présidentielle, parce qu'il y a un vrai travail de fond. Il a travaillé, il a déjà fait des propositions. Soutenu donc par Édouard Bien Philippe. sûr, mais encore une fois, si vous voulez, l'idée là, c'est que chaque candidat fasse des propositions aux Français. L'idée n'est pas de parler qu'à son camp, mais bien aux citoyens. Gabriel Attal a fait des propositions sur la retraite, le nouveau système universel, sur le régalien. On en a parlé tout à l'heure, sur le travail. Mais seul, il ne pourra pas gagner, vous êtes d'accord? Mais bien sûr, mais personne ne peut gagner seul. Et donc, oui, le moment venu, nous créerons les conditions du rassemblement. Mais aujourd'hui, je crois que Gabriel Attal est celui qui est le mieux placé, parce qu'il a travaillé sur ces années où il était au pouvoir. Il a pris du recul, et il l'a dit d'ailleurs. Sur le en même temps, il faut qu'on fasse autrement. C'est pas du temps perdu de ne pas se souvenir dès maintenant? Non, je pense pas, parce qu'encore une fois, nous allons mettre des propositions dans le débat public, pas entre nous recroquevillés sur des partis, mais vis-à-vis des Françaises et des Français. Donc on va mettre des propositions dans le débat, on verra quelle est la dynamique. Le moment venu, on se rassemblera. Je pense que ni Édouard Philippe ni Gabriel Attal ne prendront le risque de condamner les Françaises et les Français à un second tour entre LFI et RN. Mais d'ici là, on est dans une démocratie que chacun propose. Nous, on a beaucoup travaillé sur les sujets, vous allez le voir dans les prochains jours. Et donc, de toute façon, on se rassemblera le moment venu. Merci beaucoup, Jad Zahab. Je rappelle que vous êtes porte-parole et secrétaire national de Renaissance. Dans un instant, je reçois l'eurodéputée socialiste Chloé Ridel sur Europe 1.